Je me souviens encore très distinctement de l'odeur âcre du caoutchouc brûlé se mêlant à la rosée matinale. C'était l'odeur de la toute nouvelle Mustang GT de mon cousin Jaïs, une machine d'une valeur de 31 000 $ que mon père venait de lui acheter. Pendant que Jess était devant, dans l'allée, faisant des dérapages et riant comme s'il possédait le monde entier, je restais immobile dans la cuisine. Je fixais un morceau de papier laminé, bon marché et cireux, posé sur le comptoir en granit. C'était le matin de mon 18e anniversaire. Mon père, Dalton, se tenait en face de moi, buvant une gorgée lente et délibérée de son café noir. Il me regarda droit dans les yeux, tapota du doigt l'horaire de bus de l'autorité de transport qu'il venait de jeter devant moi, et prononça la phrase qui allait changer le cours de toute ma vie. Il est temps de le gagner. Assume, dit-il, sa voix complètement plate, dépourvue de toute chaleur ou affection paternelle. Le monde ne distribue pas de cadeaux. Tu es un homme maintenant. Agis comme tel. Avez-vous déjà réalisé que la personne censée protéger votre avenir est celle qui le démantèle activement? Avez-vous déjà regardé votre propre parent et n'y avez vu qu'un étranger tenant une allumette près de votre vie? Si c'est le cas, vous comprendrez exactement pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait ensuite. Si vous êtes nouveau ici, assurez-vous de vous abonner, car vous ne voudrez pas manquer la fin de cette histoire. Je ne lui ai pas crié dessus. Je n'ai pas porté de coups, même si chaque muscle de mon corps était tendu comme un ressort. Je n'ai pas renversé la table de la cuisine ni exigé d'explications. J'ai juste regardé le titre de transport, je l'ai ramassé, l'ai plié parfaitement en deux, l'ai glissé dans la poche avant de mon jean, et je suis sorti. Mais ce que mon père ne savait pas, alors qu'il se tenait là, se sentant comme un expert en éducation par l'amour vache, c'est que je savais déjà exactement comment il avait payé cette Mustang blanche et brillante à l'extérieur. Je savais pour la trahison. Je savais pour le vol qualifié. Et je savais qu'il avait impitoyablement détruit la seule chose qui comptait vraiment pour moi dans ce monde, juste pour acheter un jouet à l'enfant de sa sœur. Pour comprendre la cruauté pure et non diluée de ce matin-là, il faut comprendre les 4 années éprouvantes qui l'ont précédé. Le cauchemar a vraiment commencé quand j'avais 14 ans. C'est l'année où ma mère est décédée. Ce fut une bataille vicieuse et angoissante contre la maladie qui a vidé la vie de notre maison, de notre famille, bien avant qu'elle ne rende son dernier souffle. Quand elle est morte, quelque chose de fondamental à l'intérieur de mon père est mort aussi. Mais ce n'était pas d'une manière tragique, romantique ou le cœur brisé. Il ne s'est pas retiré dans une coquille de deuil. Au lieu de cela, il s'est simplement retiré complètement de notre relation. Il a cessé d'être un père pour moi et a commencé à canaliser toute son énergie, son temps et son affection vers sa jeune sœur, ma tante Marin, et son fils, Jess. Jess avait exactement mon âge. C'était l'enfant prodige de notre famille élargie, un enfant qui n'avait jamais eu à travailler pour la moindre chose de toute son existence. Tante Marin était une mère célibataire qui jouait constamment la carte de la victime, se plaignant toujours de la difficulté de sa vie, et du besoin de Jess d'une influence masculine. Mon père a soudainement décidé que c'était Jess qui avait besoin d'une figure paternelle forte, pas son propre fils adolescent en deuil. J'ai vu cette transition se dérouler juste sous mes yeux. Jour après jour, mois après mois, je suis lentement devenu un fantôme dans ma propre maison. J'ai appris à cuisiner mes propres repas par nécessité, car le réfrigérateur était souvent vide où mon père dînait chez Marin. Je lavais mes propres vêtements. J'ai appris à réparer la plomberie quand l'évier de la salle de bain se bouchait, car demander de l'aide à mon père, c'était comme parler à un mur. Il était toujours trop occupé. Il emmenait Jaïs à des matchs de baseball le week-end, où il était au magasin de bricolage pour aider tante Marin à choisir de nouveaux meubles de patio pour son jardin. Mon père ne m'a jamais frappé. Il n'a jamais levé la main sur moi. Mais la négligence est une violence d'un tout autre genre. C'est silencieux. C'est insidieux. C'est un lent et douloureux écoulement de la réalisation que vous n'avez tout simplement aucune importance pour la seule personne qui est légalement et biologiquement censée vous faire passer en premier. C'est l'humiliation de s'asseoir seul dans un salon sombre, tandis que vous pouvez voir des photos de votre père et de votre cousin souriant à un match de sport sur les réseaux sociaux. Debout dans cette cuisine le jour de mes 18 ans, sentant le papier rigide et cireux de l'horaire de bus s'enfoncer dans ma jambe à travers ma poche, le silence à l'intérieur de la maison était absolument assourdissant comparé au rugissement agressif du moteur V8 à l'extérieur. Ce moteur avait été acheté avec de l'argent sale. L'argent sale de ma mère. Mon père se tenait là, me regardant avec cette expression suffisante,
croyant sincèrement qu'il me donnait une précieuse leçon sur le travail acharné et l'indépendance. Il pensait avoir gagné. Il pensait m'avoir poussé avec succès hors du nid. Mais alors que je lui tournais le dos et marchais dans le couloir, laissant derrière moi cette maison et cette dynamique familiale toxique pour toujours, j'ai fait une promesse silencieuse et incassable au fantôme de ma mère. Je n'allais pas laisser tomber. J'allais prendre mon temps. J'allais bâtir mon arsenal et j'allais tout lui prendre. Combien de temps pensez-vous qu'une personne puisse conserver une rancune avant qu'elle ne la consume? Le favoritisme flagrant qui a culminé le jour de mes 18 ans n'est pas apparu de nulle part. Il a été méthodiquement construit au fil des années, s'accumulant comme de lourdes briques dans un mur qui m'a complètement exclu du cœur de mon père. Je repense souvent à cette période et l'appelle mon musée personnel de la douleur. Chaque souvenir, chaque affront, chaque demande ignorée est une exposition démontrant à quel point je comptais peu pour Dalton. Promenons-nous à travers les expositions. Commençons par l'exposition A, les chaussures. Quand nous avions 16 ans, Jess a commencé à se plaindre obsessionnellement de vouloir une paire spécifique de baskets Jordan en édition limitée. Elle coûtait près de 300 $. Nous étions à un dîner de Thanksgiving en famille, et tante Marin s'est plainte bruyamment devant la dinde de l'injustice de ne pas pouvoir se les offrir en tant que mère célibataire, en s'assurant d'essuyer une fausse larme. 2 jours plus tard, mon père est rentré du travail tenant une boîte à chaussures brillante et impeccable et a conduit directement chez Marin pour les lui livrer. Jess a posté 5 photos différentes d'elle en ligne dans l'heure. La même semaine, la lourde semelle en caoutchouc de ma botte de travail droite a commencé à se décoller entièrement. J'avais besoin de ces bottes pour le travail de paysagiste à temps partiel que j'avais pris pour payer mes propres déjeuners scolaires. J'ai approché mon père dans le salon et lui ai demandé s'il pouvait me donner 40 $ pour que je puisse acheter une paire de remplacements bon marché au magasin discount local. Il n'a même pas détourné les yeux de la télévision. Il m'a dit que l'argent était extrêmement serré en ce moment. Il m'a fait une leçon sur la gestion du budget et m'a tendu un tube de superglue à moitié vide de son tiroir fourre-tout. J'ai passé les 6 mois éprouvants suivants à me promener à l'école et dans des courbouses avec une botte collée qui laissait entrer la pluie glaciale à chaque fois que je mettais le pied dans une flaque. L'exposition B était les vacances d'hiver de ma première année de lycée. De nulle part, mon père a fièrement annoncé qu'il emmenait tante Marin et Jess faire un coûteux voyage de ski au Colorado. Il a affirmé que ce serait excellent pour Jess de prendre l'air et de se vider la tête avant les examens. Lorsque j'ai bêtement demandé lors de notre vol, supposant que j'étais inclus dans des vacances en famille, Dalton m'a regardé comme si je venais de lui demander $1 million en espèces. « Oh, tu restes ici, Barrett ?» a-t-il dit, son ton désinvolte, comme s'il discutait de la météo. « Quelqu'un doit surveiller la maison. S'assurer que les tuyaux ne gèlent pas. D'ailleurs, tu es assez vieux pour te débrouiller. Je te fais confiance. » Il a laissé un billet de 50 $ neuf sur le comptoir de la cuisine pour couvrir ma nourriture pendant 10 jours. 50 $. 5 $ par jour. Pendant que je mangeais du riz blanc nature et des haricots blancs en conserve dans une maison vide et glaciale, j'étais sur mon téléphone et regardais Jaïs poster des vidéos de lui buvant du chocolat chaud gastronomique dans un luxueux chalet de ski, portant une toute nouvelle veste d'hiver que mon père lui avait clairement achetée. Mais l'exposition la plus dommageable était l'exposition C, les mots toxiques. Tante Marin était une maîtresse absolue du compliment passif-agressif. Elle savait exactement comment tourner le couteau en souriant gentiment. Nous étions assis à des réunions de famille et elle regardait Jess avec des yeux brillants et disait « Jess est juste naturellement doué, Dalton. Il est si confiant, si brillant, si plein de potentiel. C'est vraiment une bénédiction. Il a une vraie figure paternelle réussie comme toi pour le guider dans la bonne direction. » Puis, sans manquer une seconde, elle tournait son regard vers moi. J'étais assis tranquillement au bout de la table, dans des vêtements d'un an trop petit, essayant d'être invisible. « Barrett est si silencieux, soupirait-elle, secouant la tête, tout comme sa pauvre mère vers la fin. Il est très indépendant, cela dit. C'est bien. Il n'a besoin de personne. » Mon père hochait la tête en signe d'accord enthousiaste, bombant le torse comme s'il venait de gagner un prix parental, complètement inconscient de l'insulte qu'elle venait de lancer à sa défunte épouse et à son fils vivant. Ce coquin de ne savait, ce que mon père avait complètement oublié dans son besoin désespéré et pathétique de jouer les héros pour sa sœur, c'est que ma mère était une femme brillante. Elle n'était pas juste la dame silencieuse et malade que Marin dépeignait. C'était une passionnée de mécanique hardcore. Elle aimait les voitures, les moteurs et l'odeur de l'essence plus que tout.
Et avant que le cancer ne la rende trop faible pour se tenir debout, elle a passé 3 ans à travailler sur un énorme projet secret avec son plus vieil ami d'enfance, un mécanicien robuste et lourdement tatoué nommé Nash. Ils avaient loué un entrepôt sécurisé et climatisé à la périphérie industrielle de la ville. À l'intérieur de cette unité se trouvait une Lexus LC 500 fabriquée sur mesure. C'était un véritable chef-d'œuvre. Elle avait un système d'échappement personnalisé, une suspension sport fortement améliorée, et une peinture bleu nuit impeccable qui ressemblait à du verre liquide. Elle valait facilement $100 000, sinon plus, pour le bon collectionneur. Lorsque ma mère a reçu son diagnostic terminal et a su qu'elle n'atteindrait pas le jour où je serais diplômé, elle a agi. Elle a secrètement créé une fiducie légale avec un avocat spécialisé dans les successions. La voiture devait être cachée dans l'entrepôt, entretenue mensuellement par Nash, et légalement transférée directement à mon nom le jour exact de mon 18e anniversaire. Dalton était désigné comme l'exécuteur testamentaire de la fiducie, rien de plus. Il était seulement censé détenir les documents légaux et me remettre les clés quand j'atteindrais l'âge adulte. Cette voiture était son héritage pour moi, une fondation financière massive, un filet de sécurité pour que je n'ai jamais à dépendre d'un homme qui m'ignorait. C'était un morceau de son âme laissé derrière pour que je sache, sans l'ombre d'un doute, que j'étais profondément aimé. Mais quand j'ai fait du vélo jusqu'à l'entrepôt de Nash, exactement une semaine avant mon 18e anniversaire, pour vérifier la magnifique machine dont je rêvais depuis 4 longues années, Nash a fait rouler la lourde porte métallique du quai de chargement et l'espace était complètement, absolument vide. Où allez-vous quand le seul filet de sécurité que vous ayez jamais connu s'évapore dans l'air? Le vide de cette baie de stockage en béton m'a frappé comme un coup physique violent à l'estomac. Il ne restait absolument rien, sauf une légère tache d'huile sombre sur le sol gris où se trouvait autrefois le chef-d'œuvre de ma mère. Le silence dans l'unité était suffocant. Nash se tenait juste à côté de moi, ses mains massives et calleuses enfoncées profondément dans les poches de sa combinaison tachée de graisse. Il secouait lentement la tête, sa mâchoire serrée. Il est venu avec les papiers d'exécution, Barrett, grogna Nash, sa voix épaisse d'un mélange de colère et de profond regret. Il s'est présenté avec une dépanneuse à plateau et des documents légaux. Légalement, j'avais les mains liées. Je ne pouvais pas physiquement l'arrêter sans être arrêté pour agression. Il m'a regardé dans les yeux et a dit qu'il l'a déplacé dans une installation plus sûre et moins chère pour économiser l'argent de la fiducie. J'ai su à ce moment-là, en regardant le sol vide, que c'était un mensonge flagrant. Dalton ne se souciait pas des installations sûres. Il se souciait de la liquidité rapide. Cette réalisation nous ramène directement au matin de mon 18e anniversaire, le 14 juin. Je suis entré dans la cuisine portant les lourdes bottes de travail à embout d'acier que je m'étais achetées après avoir travaillé des quarts de week-end consécutifs dans une scierie locale. Le cuir était éraflé et sentait légèrement la sève de pain et la sueur. Jess était déjà dehors, prenant d'innombrables selfies avec la rutilante Mustang GT blanc perle. Il était nonchalamment appuyé sur le capot, tapant de longues légendes pour ses abonnés sur la chance qu'il avait d'avoir une famille aussi incroyable. L'odeur luxueuse du tout nouvel intérieur en cuir flottait par la porte d'entrée ouverte, se mêlant agressivement à l'odeur amère du café brûlé de mon père. Puis vint l'horaire de bus. Il est temps de le gagner. Assume. Le monde ne distribue pas de cadeaux. L'ironie sombre de cette déclaration était si épaisse qu'on pouvait presque s'étouffer avec. Voici un homme qui me faisait la morale sur la nécessité de gagner ma vie et d'apprendre la valeur $1, tout en offrant une course gratuite de $31 000 à un enfant gâté qui n'avait jamais tenu une serpillière de sa vie. J'ai regardé l'horaire de bus posé sur le comptoir, ligne 42. Il s'arrêtait juste au bout de notre rue résidentielle et menait directement au parc industriel sale où se trouvait la scierie. Il avait même pris un marqueur jaune et surligné les heures de ramassage tôt le matin. C'était incroyablement pathétique. Ce seul coup de surligneur jaune était le maximum d'effort qu'il avait mis à m'élever en 4 années entières. Je ne lui ai pas crié dessus. Je n'ai pas exigé de savoir où se trouvait la Lexus sur mesure. Crier lui aurait donné exactement ce qu'il voulait. Cela lui aurait permis de me traiter d'ingrat, de jouer la victime de longue date, d'appeler immédiatement Tante Marin et de lui dire à quel point j'étais difficile et émotionnel. Je lui ai catégoriquement refusé cette satisfaction. Je me suis retourné d'un pas ferme dans ma petite chambre, et saisi le seul sac de sport militaire vert olive que j'avais discrètement préparé la nuit précédente, et les jeté sur mon épaule. Je partais avec presque rien. J'avais exactement $40 dans mon portefeuille usé, 3 rechanges de vêtements simples, ma brosse à dents,
et le titre de transport surligné. Je suis repassé par la cuisine, mes lourdes bottes cognant sur le sol en linoléum. Dalton a levé les yeux de son téléphone, fronçant légèrement les sourcils à la vue du sac de sport. « Où crois-tu aller exactement » demanda-t-il, une pointe d'agacement dans la voix, comme si mon départ était une gêne pour sa routine matinale. « Merci pour l'horaire, dis-je doucement, gardant ma voix parfaitement neutre, le regardant à travers, comme s'il était fait de verre. Je ne serai pas en retard pour mon quart. Je suis sorti par la porte d'entrée, m'avançant sous le soleil éclatant du matin. J'ai dépassé Jess, qui était assis au volant, faisant vrombir le puissant moteur si fort qu'il faisait vibrer les fenêtres de notre maison. Je n'ai même pas jeté un coup d'œil dans sa direction. J'ai juste commencé à marcher dans la rue vers l'arrêt de bus au coin. Je suis sorti de cet environnement toxique avec $40 en poche et un bout de papier. Je n'ai pas regardé en arrière une seule fois. Et si vous appréciez cette histoire jusqu'à présent, laissez un commentaire, Buspass, ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes toujours avec moi. Je ne suis pas allé à la Syrie ce jour-là. Je suis monté dans le bus et je me suis dirigé directement vers le garage de Nash, dans le quartier crasseux du sud de la ville, car j'avais besoin de savoir d'urgence qui avait pris la voiture de ma mère. Et Nash avait passé toute la semaine précédente à appeler tous les contacts louches, tous les mécaniciens et tous les vendeurs de pièces qu'il connaissait dans le monde automobile souterrain local. Lorsque je suis entré par les portes de son atelier, Nash m'attendait. Il avait trouvé un nom, et c'était un nom qui me glaça le sang. Que feriez-vous si vous découvriez que vos propres parents ont vendu votre avenir à un criminel? L'atelier de carrosserie de Nash était un sanctuaire pour moi. Il sentait fortement la peinture, le diluant, le café éventé et les lourds gaz d'échappement. Pour tout autre, ce serait une odeur offensante, mais pour moi, c'était une odeur profondément réconfortante. C'était 1000 fois mieux que la tension stérile et suffocante qui régnait dans la maison de Dalton. Nash faisait les 100 pas dans son petit bureau encombré à l'arrière. L'espace était en désordre, avec un bureau complètement couvert de factures impayées, de bougies d'allumage graisseuses et de bidons d'huile vides. Quand il m'a vu entrer, il a cessé de faire les 100 pas et a désigné une chaise pliante sale dans le coin. « Assieds-toi, gamin, dit-il lourdement, se frottant le visage avec un chiffon. Je l'ai trouvé. Ou du moins, j'ai découvert exactement ce qui lui était arrivé. Il tendit la main sur son bureau et me glissa un morceau de papier froissé. C'était un acte de vente mal photocopié. Je l'ai ramassé, mes mains tremblant légèrement. L'acheteur indiqué sur le document était un homme nommé Grady. Je connaissais ce nom immédiatement. Quiconque connaissait quoi que ce soit sur les voitures ou la scène des courses de rue dans notre comté savait exactement qui était Grady. Il gérait officiellement une énorme casse rouillée à l'extrême limite du comté, mais tout le monde savait que son vrai argent provenait de l'exploitation d'un atelier de découpe de voitures très efficace et impitoyable. Il achetait des voitures bon marché, sans poser de questions, les démontait jusqu'au boulon en quelques heures et vendait les pièces de haute performance à l'étranger ou à des coureurs de rue clandestins qui payaient en espèces. Ton vieil homme a emmené la Lexus directement au chantier de Grady, expliqua Nash, la voix tendue, se frottant les tempes comme s'il luttait contre un violent mal de tête. Grady est un requin absolu. Il a vu Dalton arriver avec une voiture sur mesure, l'air nerveux et désespéré d'obtenir de l'argent rapide. Dalton ne voulait probablement pas de traces écrites légales passant par un concessionnaire standard et réputé, où un gérant intelligent aurait pu commencer à poser des questions sur les documents de fiducie et le bénéficiaire. Dalton a remis le titre, le signant en tant qu'exécuteur légal. Grady ne se souciait pas de l'éthique. Il a donné à ton père $45 000 en billets de $100 purs et introuvables. $45 000. J'ai fixé le chiffre sur le papier jusqu'à ce que ma vision se trouble. Le chef-d'œuvre personnalisé de ma mère, une machine valant facilement $100 000, un véhicule dans lequel elle avait mis son énergie physique déclinante et tout son amour, avait été vendu sur un terrain sale pour moins de la moitié de sa valeur réelle. Mais le prix n'était même pas le pire. J'ai levé les yeux vers Nash, sentant un œuf froid et dur se former au centre de ma poitrine. « Où est la voiture maintenant, Nash ?» ai-je demandé, ma voix se brisant. « Pouvons-nous rassembler l'argent? Pouvons-nous la lui racheter avant qu'il n'y touche ?» Nash ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Il a baissé les yeux sur ses mains profondément tachées et a dégluti difficilement. « Je suis tellement désolé, Barrett. Grady a une opération bien rodée. Il travaille incroyablement vite. Le bloc moteur personnalisé a été mis en caisse et expédié à un acheteur privé à Miami il y a 3 jours.
La suspension sport améliorée est partie. Vendue à un gamin avec une voiture de course. Le châssis. Le châssis a été mis au concasseur hier après-midi. Elle est partie, gamin. Complètement partie. Il l'a démantelée. Il l'a détruite. Je suis resté assis là, dans la lumière fluorescente faible et vacillante du garage, et la réalité absolue de la situation m'a submergé comme une vague d'eau glacée. Dalton n'avait pas seulement volé mon héritage financier. Il avait complètement, systématiquement, anéanti le dernier lien physique que j'avais avec ma mère décédée. Il a pris son art, sa lettre d'amour à mon avenir, et l'a littéralement donné à un concasseur métallique. Et pourquoi l'a-t-il fait? Pour pouvoir prendre 31 000 $ de cet argent sale et acheter une Mustang AGS. Et il a probablement empoché les 14 000 $ restants pour emmener tante Marin à des dîners chics ou peut-être acheter un nouveau bateau, juste pour maintenir la grande illusion d'être le patriarche riche et généreux de la famille. Il a détruit l'héritage de ma mère pour acheter un jouet bruyant à son neveu. J'ai senti la colère en moi se solidifier. Elle a cessé d'être une rage chaude et chaotique et s'est transformée en une clarté absolue et tranchante comme un rasoir. Nash s'est penché en avant, claquant sa main sur le bureau. « J'ai tous les papiers originaux, Barrett, cria-t-il. J'ai les reçus de construction, les documents de fiducie que ta mère a signés, les photos de la voiture, tout. Nous pouvons aller directement à la police tout de suite. Nous pouvons le poursuivre en justice jusqu'à ce qu'il soit ruiné. » Non, ai-je dit. Ma voix sonnait étrange à mes propres oreilles. Elle était incroyablement calme. Mortel? Pas encore, Nash. Je suis un gamin de 18 ans avec 40 $ en poche et un titre de transport. Si nous le poursuivons en justice maintenant, il engagera juste un avocat véreux avec le reste de l'argent. Il traînera l'affaire devant les tribunaux pendant des années, affirmant qu'il a dû liquider l'actif pour les dépenses familiales ou mon entretien. Je ferai faillite en essayant de le combattre, et il gagnera. Je dois être prêt. J'ai besoin de levier. J'ai fait une promesse solennelle à moi-même cette nuit-là, assis sur le sol en béton froid du garage de Nash. J'allais attendre. J'allais me construire à partir de rien. J'allais devenir intouchable. Et puis, quand il s'y attendrait le moins, j'allais tout lui prendre, chaque centime. Avez-vous déjà dû ravaler votre fierté et attendre la justice, sachant que la récompense en valait la peine? Les 5 années suivantes de ma vie furent une véritable leçon de souffrance silencieuse et d'un acharnement implacable, impitoyable. J'ai emménagé dans un petit débarras sans fenêtre, juste au-dessus du garage de Nash. C'était exigu, chaud en été et glacial en hiver. Nash m'a gentiment laissé y rester gratuitement, mais ma fierté ne le permettait pas. J'ai insisté pour travailler ma dette en balayant les sols de l'atelier, en organisant les outils lourds et en faisant l'inventaire tard dans la nuit, après qu'il soit rentré chez lui. Pendant la journée, j'utilisais exactement le même horaire de bus que mon père m'avait donné par dérision. La ligne 42 est devenue ma bouée de sauvetage absolue. Je la prenais tous les matins à 5 heures pour me rendre au collège communautaire local où je suivais des cours rigoureux en commerce et en gestion de la chaîne d'approvisionnement. L'après-midi, je la prenais pour me rendre à un immense centre logistique commercial sur l'autoroute, où j'avais réussi à trouver un travail épuisant, laver des semi-remorques sous la chaleur torride et la pluie battante. Mes mains étaient constamment gercées et saignantes. Mon dos me faisait mal toutes les nuits, mais je ne me suis jamais plaint une seule fois. J'ai utilisé la colère comme carburant. Pendant 5 années entières, je n'ai pas dit un seul mot à Dalton. Je n'ai pas parlé à Jess. J'ai complètement disparu de leur vie quotidienne, changeant mon numéro de téléphone et me tenant à l'écart des réseaux sociaux personnels. Mais je me suis assuré de les surveiller de près, à distance, par le biais de connaissances mutuelles. Jess, comme on pouvait s'y attendre, a abandonné son collège local après un seul semestre. Il a affirmé que ce n'était pas son truc. Il passait ses journées à modifier la Mustang avec des pièces de rechange bon marché et tape à accent grave-l'œil, postant constamment des vidéos de lui-même faisant des burn-out dangereux sur des parkings de supermarchés vides, essayant d'agir comme une célébrité locale. Dalton, quant à lui, était incroyablement occupé à jouer le rôle du héros familial. Par le biais de l'extensive rumeur familiale, j'ai entendu les histoires ridicules qu'il racontait à quiconque voulait bien l'écouter. Il a dit à toutes les tantes, oncles et cousins que j'étais parti dans une université chic et très compétitive hors de l'État. Il a regardé tante Marin droit dans les yeux lors de barbecues familiaux et a affirmé qu'il payait mes frais de scolarité élevés de sa propre poche.
Il a créé ce beau récit entièrement faux où il était le père solidaire et sacrifié finançant lourdement mes grands rêves, et j'étais juste trop occupé à étudier à la bibliothèque pour venir à la maison pour les vacances. Il a utilisé mon absence pour polir son propre halo. Alors qu'il vivait un mensonge confortable, je vivais la vérité la plus dure et la plus brutale possible. Je travaillais mes mains jusqu'à l'os. J'étais obsédé par le succès. Je suis passé de laveur de camion à répartiteur junior. De répartiteur, j'ai appris agressivement le logiciel et suis devenu coordinateur logistique. J'ai absorbé toutes les informations que je pouvais sur les véhicules commerciaux, les chaînes d'approvisionnement mondiales et l'évaluation massive des flottes. L'ironie de la situation était presque poétique. Mon père avait vendu frauduleusement une seule voiture pour tenter de ruiner ma vie, et je faisais ma fortune absolue en gérant et en évaluant intelligemment des milliers d'entre elles. Au moment où j'ai eu 23 ans, ma vie était complètement différente. J'étais officiellement le directeur des opérations de flotte commerciale pour l'une des plus grandes entreprises de logistique et de transport de tout l'État. Je ne lavais plus les camions. Je gérais personnellement d'énormes acquisitions de flotte. Je siégeais dans des conseils d'administration, négociant et concluant des contrats de 2,5 millions de dollars avant même de prendre ma pause déjeuner. Je gagnais un salaire élevé à 6 chiffres, conduisais un SUV de luxe de fonction qui faisait honte à la Mustang vieillissante de Jaïs, et vivait dans un bel appartement minimaliste en hauteur, en plein centre-ville. Mais malgré l'argent et la vue, je n'ai jamais jeté cet horaire de bus laminé. Je l'ai fait encadrer professionnellement et il trônait sur mon coûteux bureau en acajou. Juste à côté se trouvait une seule bougie d'allumage légèrement rouillée, le seul débris que Nash avait réussi à sauver du sol où se trouvait autrefois la Lexus de ma mère. C'était mon rappel quotidien. J'avais l'argent maintenant. J'avais le pouvoir corporatif. Et plus important encore, pendant la dernière année, j'avais discrètement payé une brillante et agressive avocate spécialisée dans les successions, nommée Blair, pour monter un dossier juridique absolument en béton contre Dalton. Nous avions tout ce dont nous avions besoin. Nous avions les documents de fiducie originaux signés par ma mère. Nous avions l'acte de vente louche de l'atelier de découpe de Grady. Nous avions une trace écrite méticuleusement documentée qui prouvait de manière concluante que Dalton avait commis un vol qualifié et un manquement massif à ses obligations fiduciaires. Blair m'a assuré que l'affaire était une victoire certaine. Nous attendions juste dans l'ombre le moment absolument parfait pour faire tomber le marteau juridique et briser son monde. Ce moment parfait est finalement arrivé un mardi après-midi pluvieux de fin octobre. J'étais assis dans mon bureau d'angle, sirotant de l'eau pétillante et examinant un contrat d'acquisition d'un demi-million de dollars de camion, lorsque mon téléphone personnel a vibré sur le bureau. C'était une notification par email d'une adresse que je n'avais pas vue depuis 5 longues années. C'était de Tante Marin. La ligne d'objet était incroyablement odieuse. Elle disait simplement « Le moment de plus grande fierté de Dalton. Vous êtes invité. » J'ai ouvert l'email. C'était une invitation numérique à la somptueuse fête du 50e anniversaire de Marin, qui se tiendrait dans un country club haut de gamme juste à l'extérieur de la ville. L'email détaillait à quel point Dalton attendait cet événement avec impatience, spécifiquement parce qu'il voulait montrer son fils diplômé et réussi à toute la famille élargie. Il avait besoin de son accessoire ultime pour son spectacle en solo. Il avait désespérément besoin que je me présente, que je souris pour les photos, et que j'acquiesce poliment pendant qu'il s'attribuait tout le mérite de l'homme que j'avais forcé à devenir. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil en cuir et j'ai souri, mais ce n'était pas un sourire heureux et indulgent. C'était le sourire froid et calculateur d'un prédateur regardant un piège se refermer. La scène était enfin prête. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire. Si vous êtes accro et que vous voulez voir comment cette vengeance se déroule, veuillez prendre une seconde pour appuyer sur le bouton « J'aime » et vous abonner à la chaîne. De plus, j'aimerais savoir d'où vient mon public. Alors, veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec le nom de la ville où vous vivez. Chaque commentaire aide cette vidéo à atteindre plus de personnes qui ont besoin d'entendre cette histoire. Merci beaucoup, et préparons-nous pour les retombées. L'audace pure de l'invitation d'anniversaire de Tante Marin était presque risible. Pendant 5 ans, mon père ne m'avait pas envoyé un seul SMS pour me demander si j'étais en vie, si je mangeais, ou si j'avais un toit au-dessus de ma tête. Mais maintenant, parce qu'il avait besoin de maintenir sa façade soigneusement construite de patriarche familial réussi lors d'un événement social majeur, j'étais soudainement convoqué. J'ai regardé l'invitation numérique sur l'écran de mon ordinateur, voyant les confettis animés tomber sur les mots célébrant le 50e anniversaire de Marin.
Il voulait que je sois là pour être son trophée. Il voulait que la famille élargie me regarde, voie mon succès, et lui attribue chaque once de celui-ci à son brillante éducation. C'était écœurant. Mais au lieu d'ignorer l'email, ou d'envoyer une réponse en colère, je l'ai simplement transmis à mon avocate, Blair. J'ai ajouté une note très brève, le calendrier a officiellement avancé. Nous exécutons cette semaine. Le lendemain matin, j'ai quitté mon bureau d'entreprise tôt et j'ai conduit mon SUV de luxe fourni par l'entreprise au cabinet d'avocats de Blair en centre-ville. Blair était un requin en costume sur mesure. Elle était une associée principale qui se spécialisait entièrement dans les litiges successoraux à forte valeur nette et le droit fiduciaire. Lorsque je lui ai soumis mon dossier pour la première fois il y a un an, elle avait jeté un coup d'œil aux documents que Nash avait sauvegardés, et ses yeux s'étaient illuminés. Elle adorait faire tomber les hommes arrogants qui se croyaient au-dessus de la loi. Je suis entré dans son bureau élégant au mur de verre. Elle était déjà assise à son immense table de conférence, étalant plusieurs épais dossiers en carton. « Bonjour, Barrett, dit-elle, me faisant signe de m'asseoir en face d'elle. J'ai reçu votre email. Je suppose que nous sommes enfin prêts à passer à l'acte. » J'ai hoché la tête, sentant une froide anticipation s'installer dans mes os. « Oui, dis-je, il m'a invité à une grande réunion de famille ce week-end. Il veut me montrer. Je pense que c'est le moment idéal pour lui donner exactement ce qu'il mérite. » Blair sourit, une expression nette et prédatrice. « Je suis tout à fait d'accord. Examinons les chiffres finaux avant que je fasse imprimer la lettre de mise en demeure. » Elle a ouvert le dossier principal et en a sorti une feuille de calcul. Selon les documents de fiducie originaux signés par votre défunte mère, votre père a agi strictement à titre de dépositaire. Il n'avait aucune autorité légale pour liquider l'actif, et encore moins pour le vendre à une casse non autorisée contre de l'argent liquide. Nous avons l'acte de vente prouvant qu'il a vendu un véhicule évalué à au moins $100 000 pour seulement $45 000. Il a ensuite entièrement détourné ses fonds pour son usage personnel. Elle tapota un stylo argenté sur le bureau. Il s'agit d'un cas classique et incontestable de vol qualifié et d'un manquement massif à une obligation fiduciaire. Si nous portons cette affaire devant les tribunaux civils, nous ne demanderons pas seulement les $45 000 qu'il a reçus. Nous exigerons la valeur estimée complète de l'actif détruit, $60 000, plus 5 ans d'intérêts accumulés, plus des dommages-intérêts punitifs importants pour le préjudice moral et la nature malveillante du vol. Le montant final de cette lettre de mise en demeure est de $140 000. S'il refuse de payer dans les 30 jours, nous déposerons une plainte civile et je transmettrai personnellement ce dossier entier au procureur pour qu'il examine les accusations de détournement de fonds criminels. Il fera face à une peine de prison réelle. Je l'ai écouté tout exposé, et pour la première fois en 5 ans, le poids lourd que je portais dans ma poitrine s'est senti un peu plus léger. $140 000. C'était suffisant pour le ruiner complètement. C'était suffisant pour le forcer à vendre tout ce qu'il possédait juste pour éviter la prison. Imprimez-le, lui ai-je dit, ma voix calme et résolue. Blair appuya sur un bouton de son téléphone de bureau. Une minute plus tard, une assistante entra et lui tendit un morceau de papier légal, net et épais. C'était la lettre de mise en demeure officielle, complète avec l'entête intimidant du cabinet d'avocats. Blair me la fit glisser sur la table. Elle me regarda attentivement. La lettre de mise en demeure est prête, Barrett. Je peux faire livrer cela à sa maison demain matin par un huissier pendant qu'il prend son petit déjeuner. Quand voulez-vous qu'il soit servi? J'ai pris la lettre. Le papier était lourd, comme une arme chargée dans mes mains. Je l'ai plié soigneusement et l'ai glissé dans la poche intérieure de ma veste de costume. Pas d'huissier, ai-je dit, regardant Blair droit dans les yeux. J'ai une fête à laquelle assister d'abord. Êtes-vous prête à voir ce qui se passe quand la vérité rattrape enfin un menteur? Le samedi soir est arrivé avec une brise fraîche et vive. La fête du 50e anniversaire de Tante Marin se tenait dans un country club exclusif, incroyablement cher, niché dans les banlieues riches juste à l'extérieur des limites de la ville. Dalton avait sans aucun doute contribué une somme d'argent significative pour louer le grand salon de bal. Désespéré de montrer à la famille élargie que la lignée était florissante sous sa direction, j'ai garé mon élégant SUV de luxe noir dans le cercle du voiturier, juste à l'entrée principale. Je suis descendu, vêtu d'un costume gris anthracite parfaitement taillé, une montre suisse coûteuse à mon poignet, et une expression calme, illisible sur mon visage. Alors que le voiturier me tendait mon ticket de réclamation, j'ai jeté un coup d'œil au parking.
Assise au premier rang se trouvait la Mustang GT blanche de Jaïs. Elle avait l'air terrible. La peinture autrefois immaculée était terne et écaillée. Le spoiler bon marché du marché secondaire qu'il avait boulonné à l'arrière était de travers, et le pare-choc avant était fissuré d'avoir heurté un trottoir. C'était la représentation physique parfaite de sa vie au cours des 5 dernières années. J'ai monté les larges marches de pierre et suis entré dans le grand salon de bal. C'était bruyant, rempli du cliquetis des verres de champagne et du bavardage d'environ 60 membres de la famille élargie, amis et voisins. Il y avait une immense sculpture de glace au centre de la pièce et une bannière ridicule qui disait « Les fabuleux 52 marins ». Il a fallu exactement 3 minutes à mon père pour me repérer. Il se tenait près du bar ouvert, tenant un scotch, racontant une histoire à l'oncle Lawson et à la tante Cora. Lorsque ses yeux se sont posés sur moi, son visage s'est complètement illuminé, mais ce n'était pas de la joie véritable. C'était le regard d'un acteur à qui on venait de remettre son accessoire préféré sur scène. « Barrett, mon garçon », beugla Dalton, sa voix résonnant au-dessus de la musique, si bien que la moitié de la pièce se tourna pour regarder. Il se fraya un chemin agressivement à travers la foule, marchant vers moi les bras grands ouverts. Il me serra dans une étreinte théâtrale et serrée. Je le laissai faire. Me tenir dans son étreinte, c'était comme étreindre un mannequin froid. Il n'y avait absolument rien de réel là-dedans. « Regarde-toi » s'exclama Dalton, reculant et gardant ses mains fermement sur mes épaules, s'assurant que tout le monde autour de nous regardait. « Regardez ce gamin. Regardez ce costume. J'ai dit à tout le monde que tu faisais des choses incroyables dans le monde des affaires. J'ai toujours su que te pousser à être indépendant finirait par payer. L'amour vache, ça marche, les amis. » Tante Cora et l'oncle Lawson hochèrent la tête d'un air approbateur, levant leur verre dans ma direction. Je forçai un sourire poli et contraint. « Bonjour, papa, dis-je doucement. Ça fait longtemps. » Avant qu'il ne puisse répondre, tante Marin traversa la pièce. Elle portait une robe bleue scintillante, qui semblait beaucoup trop serrée, couverte de bijoux bon marché. Elle attrapa mes joues et m'embrassa en l'air, juste à côté de mon oreille. « Oh, Barrett, chérie, tu es vraiment venu. Nous étions si inquiets que tu sois trop occupé par toutes tes affaires élégantes pour trouver du temps pour la famille. Mais ton père a toujours dit que tu ne manquerais jamais mon grand jour. » Sur ce, Jess apparut derrière elle. Il tenait une bière bon marché, vêtue d'une chemise froissée, dont un côté était sorti du pantalon. Il regarda mon costume, puis ma montre, et je vis un bref éclair de profonde insécurité traverser son visage avant qu'il ne le masque avec son sourire arrogant habituel. « Salut l'ami », dit Jess, offrant un faible high-five. « Belle fringue. Tu prends encore le bus ? Où as-tu enfin trouvé de bonnes roues ?» Les proches alentour rirent. C'était la même vieille dynamique. Ils attendaient que je me rabougrisse, que je regarde le sol, que j'encaisse l'insulte en silence, exactement comme je le faisais quand j'étais adolescent. Mais je n'étais plus cet enfant effrayé. « Je conduis », dis-je simplement, fixant Jess jusqu'à ce qu'il détourne maladroitement le regard. La soirée a traîné pendant 2 heures angoissantes. J'ai bu de l'eau pétillante, fait des conversations polies avec des parents dont je me souvenais à peine, et regardé Dalton travailler la salle. Il était dans son élément, s'attribuant bruyamment le mérite de mon succès auprès de quiconque voulait l'écouter. C'était un maître illusionniste, et tout le monde achetait l'astuce. Finalement, la musique s'est estompée. Le DJ a tapoté le microphone et a annoncé qu'il était temps pour les toasts familiaux. Tante Marin s'est précipitée sur la petite scène, se prélassant sous les projecteurs. Elle a prononcé un discours larmoyant, excessivement dramatique, sur la difficulté de sa vie, l'amour qu'elle portait à son fils Jess, et le fait que Dalton était le pilier de toute la famille. Puis elle m'a regardé directement avec un sourire écœurant de douceur. Elle a quitté la scène, s'est dirigée directement vers ma table et m'a physiquement tendu le microphone sans fil. « Et maintenant », a annoncé Marin à la pièce silencieuse, « je pense que nous aimerions tous entendre quelques mots du fils incroyablement réussi de Dalton, Barrett. Allez, chérie. Dis quelque chose de gentil sur ton père. » J'ai pris le microphone de sa main. J'ai senti la lourde lettre de mise en demeure reposer dans la poche intérieure de ma veste. J'ai regardé la mer de 60 visages expectatifs, puis j'ai regardé directement mon père. Il rayonnait, prêt pour ses éloges ultimes. Grosse erreur. Que se passe-t-il lorsque vous tendez un microphone à la personne que vous avez secrètement détruite?
Tout le salon de bal était si silencieux que l'on pouvait entendre la glace fondre dans les verres à cocktail. 60 paires d'yeux étaient complètement rivés sur moi. Je me suis levé lentement de ma chaise, tenant le microphone. Je ne suis pas monté sur scène. Je suis resté là où j'étais, debout dans mon costume sur mesure, directement en face de la table où mon père et tante Marin étaient assis. « Merci, Marin, dis-je, ma voix résonnant clairement à travers les énormes haut-parleurs. Joyeux 50e anniversaire, et merci à tous d'être ici pour célébrer la famille. » Mon père sourit largement, bombant le torse. Tante Cora se pencha et murmura quelque chose d'approbateur à l'oncle Lawson. J'ai regardé directement Dalton. Mon père a passé beaucoup de temps ce soir à parler de mon succès. Il a parlé d'indépendance, d'amour vache, et de la valeur du travail acharné. Et honnêtement, je lui dois de m'avoir appris une leçon très spécifique le jour de mes 18 ans. Dalton hocha la tête d'un air encourageant, levant son verre de scotch vers moi dans un salut silencieux. Il m'a appris que dans ce monde, si tu veux quelque chose, tu dois le gagner, ai-je continué, ma voix restant complètement calme, incroyablement stable, et terrifiante de froideur. Il m'a appris cette leçon il y a 5 ans, quand il m'a jeté un horaire de bus bon marché à la figure le jour de mon anniversaire et m'a dit de déguerpir. Le sourire sur le visage de Dalton vacilla légèrement. Le verre de scotch s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Un murmure parcourut la foule. Ce n'était pas le discours émouvant auquel il s'attendait. Mais en fait, je ne suis pas ici pour parler de l'horaire de bus, dis-je, faisant un lent pas en avant. Je suis ici parce que j'ai une question très simple à vous poser, papa. Elle me tracasse depuis 5 ans, et puisque nous sommes tous réunis ici pour célébrer l'honnêteté et la famille, j'ai pensé que c'était le meilleur moment pour la poser. Le silence dans la pièce passa de l'attente à un profond malaise. Tante Marin semblait confuse. Jess posa sa bière sur la table, l'air soudain très nerveux. Quand ma mère est morte, dis-je, les mots coupant l'air comme un scalpel chirurgical, elle a laissé derrière elle une Lexus LC 500 fabriquée sur mesure, un chef-d'œuvre qu'elle a passé 3 ans à construire avec Nash. Elle a été placée dans une fiducie légale destinée à me être transférée le jour de mes 18 ans afin que j'aie une base financière. Je fis une pause, laissant le poids de l'information s'installer dans la pièce. Des parents commencèrent à échanger des regards confus. « Mais tu ne me l'as pas donné, n'est-ce pas, Dalton ?» ai-je demandé, omettant complètement le mot « papa ». Au lieu de cela, tu l'as secrètement remorqué jusqu'à la case de Grady à la limite du comté. Tu as illégalement signé le titre en tant qu'exécuteur, et tu as vendu un véhicule sur mesure de 100 000 $ à un atelier de découpe notoirement corrompu pour 45 000 $ en espèces intraçables. Le bruit d'un verre se brisant violemment m'interrompit. Quelqu'un à une table du fond avait fait tomber sa boisson. Le visage de Dalton se vida de toutes couleurs. Il devint absolument pâle, sa peau prenant la couleur de la neige sale. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Et puis j'ai continué, élevant ma voix juste assez pour maintenir une dominance totale sur la pièce. Tu as pris 31 000 $ de l'argent de ma mère décédée, et tu as acheté une toute nouvelle Mustang GT à Jess. Tu as détruit l'héritage mourant de ma mère pour pouvoir jouer le grand héros riche pour ta sœur. Marin haleta bruyamment, sa main volant à sa bouche. Elle regarda Dalton avec une horreur pure, non pas à cause de ce qu'il m'avait fait, mais parce que son image parfaite était publiquement déchirée. Jess avait l'air d'aller être physiquement malade. C'est un mensonge. Dalton finit par s'étouffer, sa voix se brisant, la panique s'installant dans ses yeux. Tu mens. Tu ne sais pas de quoi tu parles. J'ai fouillé dans la poche intérieure de ma veste de costume. J'ai sorti la lettre de mise en demeure épaisse et lourde, imprimée sur l'entête officielle du cabinet d'avocat de Blair. Je me suis dirigé vers sa table et l'ai laissé tomber directement sur son assiette, juste à côté de son steak à moitié mangé. Elle atterrit avec un bruit lourd et satisfaisant. Jointe à cette lettre se trouve l'acte de vente original portant ta signature, les documents de fiducie, et l'évaluation légale du véhicule que tu as détruit, dis-je, le regardant de haut tandis qu'il fixait l'enveloppe comme si c'était une bombe vivante. Mon avocate déclare que tu me dois 140 000 $ pour le vol, les intérêts courus et le manquement à l'obligation fiduciaire. Tu as exactement 30 jours pour transférer les fonds, sinon je remettrai ce dossier entier au procureur et porterai des accusations criminelles de détournement de fonds. J'ai jeté un dernier regard autour de la pièce. Toute la famille était paralysée par un choc absolu. Je me suis tourné vers mon père, me penchant légèrement. « Gagne-le » ai-je murmuré.
Je n'ai pas laissé tomber le microphone. Je l'ai juste posé doucement sur la table, je me suis retourné et je suis sorti du salon de bal. Je suis sorti jusqu'à ma voiture, j'ai donné un billet de 50 $ au voiturier, et je suis parti dans la nuit. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à présent. Si vous êtes toujours là et que vous aimez cette vengeance, s'il vous plaît, faites-moi une énorme faveur et laissez un commentaire avec le mot exact, terminé. C'est le code secret pour les vrais fans de cette chaîne. Et je promets que j'aimerai et répondrai à chaque commentaire qui contient le mot « terminé ». Merci de soutenir. Et passons aux incroyables retombées de ce désastre. Les retombées de la fête d'anniversaire n'étaient pas juste une tempête. C'était un ouragan de catégorie 5. Pendant les 48 premières heures après que je sois sorti de ce country club, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. La réalité factice soigneusement construite de Dalton s'était complètement effondrée devant 60 témoins, et le chaos qui en a résulté était magnifique à observer de loin. Le dimanche matin, je me suis réveillé, je me suis préparé une tasse de café haut de gamme, et j'ai vérifié ma messagerie vocale. Il y avait 14 appels manqués de Dalton. Je me suis assis près de la fenêtre surplombant la skyline de la ville et j'ai écouté le premier message. Sa voix était frénétique, complètement dépouillée de la confiance arrogante et tonitruante qu'il avait affichée à la fête. C'était le son d'un animal acculé. Barrett, s'il te plaît, décroche le téléphone. Le message vocal commença, sa respiration lourde et irrégulière. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas juste lancer une bombe juridique comme ça au milieu d'une fête de famille. Nous sommes une famille. J'essayais de faire ce qui était le mieux pour tout le monde. Marin avait des difficultés. Jess avait des difficultés. Tu dois comprendre la pression que je subissais. Je ne voulais pas te faire de mal. Rappelle-moi, s'il te plaît. Nous pouvons régler ça en privé, sans avocat. J'ai supprimé le message. Je ne ressentais absolument rien. Ni pitié, ni colère, juste une satisfaction froide et clinique. Il ne s'excusait pas de m'avoir volé. Il paniquait parce qu'il avait enfin été pris. Il ne se souciait pas de la douleur qu'il avait causée. Il ne se souciait que de sa propre survie. Le lundi après-midi, les « singes volants » sont descendus. Les singes volants sont ces membres de la famille toxique qui sont manipulés par le narcissique pour faire son sale travail, pour culpabiliser la victime afin qu'elle recule. La première à appeler fut tante Cora. Elle a ignoré mes appels et m'a envoyé un énorme bloc de texte. « Comment as-tu pu faire ça à ton père » a-t-elle écrit. C'est un homme plus âgé. Tu l'as humilié devant tout le monde. La famille est censée se pardonner et se protéger mutuellement. Et alors s'il a fait une erreur financière il y a des années? Tu es clairement riche maintenant. Tu as un excellent travail. Tu n'as même pas besoin de cet argent. Tu es incroyablement cruel et ingrat d'essayer de ruiner ta propre chair et ton propre sang. Tu dois abandonner ce procès immédiatement avant de détruire cette famille de façon permanente. 10 minutes plus tard, l'oncle Lawson intervint avec un texte similaire, me traitant de requin impitoyable de l'entreprise qui avait perdu sa boussole morale. Je ne me suis pas engagé dans une dispute émotionnelle. Discuter avec des facilitateurs, c'est comme crier dans le vide. Ils n'entendent que ce qu'ils veulent entendre. Au lieu de cela, j'ai pris une mesure très calculée. J'ai créé un message de groupe contenant tante Cora, l'oncle Lawson, tante Marin et 5 autres parents importants qui avaient été à la fête. J'ai joint 3 images haute résolution à la discussion de groupe. La première image était une photographie claire du document de fiducie légale de ma mère, me nommant explicitement comme le seul bénéficiaire du véhicule. La deuxième image était l'acte de vente sale de l'atelier de Grady, montrant la signature de Dalton échangeant la voiture contre 45 000 $ en espèces. La troisième image était une capture d'écran d'un email de mon avocate décrivant la définition légale du détournement de fonds criminels et les peines de prison correspondantes dans notre État. J'ai ajouté une seule phrase à la discussion de groupe, si quelqu'un d'autre souhaite se porter volontaire pour payer les 140 000 $ qu'il a volés à ma mère décédée, vous êtes les bienvenus pour rédiger le chèque. Sinon, ne vous mêlez pas de mes affaires. Mon téléphone est devenu complètement, absolument silencieux. Pas une seule personne n'a répondu à la discussion de groupe. Les singes volants étaient entièrement cloués au sol. Face à des preuves légales indéniables d'un crime, toute leur indignation vertueuse s'est complètement évaporée. Il est facile de défendre une personne toxique quand on se base sur des rumeurs et des sentiments.
Mais personne ne veut s'immiscer dans un vol criminel documenté. Dalton était maintenant complètement isolé. Sa sœur était furieuse parce que le scandale avait ruiné son anniversaire marquant et exposé la voiture de son fils comme propriété volée. Sa famille élargie reculait lentement pour éviter les retombées légales. Il n'avait plus nulle part où fuir, et le compte à rebours de 30 jours de la lettre de mise en demeure de Blair s'écoulait bruyamment. Avez-vous déjà vu un tyran réaliser qu'il a complètement perdu le contrôle du récit? La bataille juridique n'a pas duré longtemps, principalement parce que Dalton n'avait aucune légitimité. Environ une semaine après la fête, un avocat a contacté Blair au nom de mon père. Dalton avait engagé un avocat bon marché d'un centre commercial pour tenter de négocier la demande à la baisse. Son avocat a tenté de faire valoir qu'en tant qu'exécuteur testamentaire, Dalton avait le pouvoir discrétionnaire de liquider des actifs pour le bien-être général du ménage. Blair a absolument mis en pièces l'homme lors d'un simple appel conférence. Je suis resté dans son bureau et j'ai écouté comment elle a méthodiquement démantelé tout son argument. Conseiller, a dit Blair, sa voix dégoulinante de dédain professionnel. Les documents de fiducie stipulent clairement que l'actif devait être détenu sous forme physique jusqu'au 18e anniversaire de mon client. Votre client n'a pas utilisé les fonds pour acheter des provisions pour le ménage. Il a utilisé les fonds pour acheter un véhicule de sport de luxe pour un neveu non bénéficiaire, et il n'a pas déclaré la vente en espèces à l'IRS. Si vous n'acceptez pas notre demande de 140 000 $ d'ici vendredi midi, je demanderai à la division des fraudes du procureur d'examiner les 45 000 $ en espèces non déclarées. Est-ce clair? L'avocat de Dalton a cédé instantanément. Ils ont accepté le montant total, mais accepter de payer et avoir réellement l'argent sont deux choses très différentes. Dalton n'avait pas 140 000 $ en réserve. Au cours des 5 dernières années, il avait vécu bien au-delà de ses moyens pour maintenir l'apparence de richesse. Pour éviter un procès pénal et une ruine totale, mon père a été contraint de vendre sa vie à la hâte. Par l'intermédiaire de Blair, j'ai assisté à la liquidation douloureuse, étape par étape. D'abord, il a dû vendre son cher bateau de pêche de 24 pieds, subissant une perte énorme sur le prix juste pour obtenir de l'argent rapidement. Ensuite, ce fut son coûteux camionnette, mais ce n'était pas suffisant. Finalement, Dalton a été contraint de mettre sur le marché sa maison de banlieue de 4 chambres, la maison où j'ai grandi, la maison où ma mère est morte. Comme il était désespéré de conclure rapidement, il l'a vendue à un prix nettement inférieur à la valeur du marché. Exactement 28 jours après la fête d'anniversaire, Blair a reçu un virement bancaire certifié pour la totalité des 140 000 $. Dalton a pris le peu de capital qu'il lui restait et a emménagé dans un appartement exigu et déprimant de 2 chambres dans un quartier très peu désirable de la ville. Il avait perdu son argent, son statut, sa maison et toute sa réputation. Il était ruiné. Quelques jours après que le virement ait été viré sur mon compte, la réceptionniste de mon bureau d'entreprise a appelé mon bureau. Elle a dit qu'un jeune homme était dans le hall et demandait à me parler. Je suis sorti dans la zone de réception vitrée et je me suis arrêté net. C'était Jess. Il avait l'air complètement différent. Il ne portait pas ses vêtements habituels, coûteux et tape à accent grave l'œil. Il avait l'air épuisé, vaincu et beaucoup plus âgé que 23 ans. Pouvons-nous parler une minute, Barrett, demanda-t-il doucement, refusant de croiser le regard du gardien de sécurité qui se tenait à proximité. Je l'ai laissé entrer dans une petite salle de conférence vide et vitrée, à côté du hall, et j'ai fermé la porte. Nous nous sommes tenus face à face. Le silence était épais et inconfortable. J'ai vendu la Mustang, lâcha Jess, fixant le tapis. J'ai levé un sourcil. Tu l'as vendue? Oui, dit-il, sa voix tremblant légèrement. Je l'ai emmenée chez un concessionnaire de voitures d'occasion il y a 2 jours. À cause du pare-choc fissuré et des stupides modifications que j'avais faites au moteur, ils ne m'ont donné que 15 000 $ pour elle. C'était pratiquement une épave. Il fouilla dans la poche de sa veste, en sortit un chèque de banque plié, et le fit glisser sur la table envers vers moi. J'ai baissé les yeux. Il était libellé à mon nom pour le montant exact de 15 000 $. Je ne savais pas d'où venait l'argent, Barrett, dit Jess, levant enfin les yeux vers moi. Ses yeux étaient rouges, bordés de larmes. Ma mère m'a dit que l'oncle Dalton avait fait un gros coup en bourse et voulait me gâter. J'étais stupide. J'étais arrogant. J'ai été un connard avec toi pendant des années parce que je pensais que j'étais meilleur que toi. Et pendant tout ce temps, je conduisais une voiture achetée avec l'argent de ta mère décédée.
Je sais que 15 000 $ ne suffisent même pas à tout arranger, mais c'est chaque dollar que j'ai obtenu pour la voiture. Je ne la veux pas. Je suis désolé. Je suis si sincèrement désolé. J'ai regardé Jess pour la première fois de ma vie. Je n'ai pas vu l'enfant gâté et doré. J'ai juste vu un gamin triste, profondément mal avisé, qui venait de réaliser que toute sa vie était bâtie sur un mensonge toxique élaboré par sa mère et mon père. Que faites-vous quand la personne que vous détestiez s'avère n'être qu'un autre pion dans le jeu? Je me tenais dans la salle de conférence vitrée et regardais le chèque de banque de 15 000 $ posé sur la table entre nous. J'aurais pu facilement le lui jeter au visage. J'aurais pu lui dire que ce n'était pas suffisant, qu'il était pathétique, et qu'une excuse 5 ans trop tard ne signifiait absolument rien pour moi. Mais en regardant Jess, dépouillé de son arrogance et complètement humilié par la vérité, j'ai réalisé quelque chose d'important. Si je le brisais maintenant, j'agirais exactement comme Dalton. J'utiliserais mon levier financier et mon pouvoir pour humilier quelqu'un qui était déjà complètement brisé. J'ai pris le chèque, l'ai plié et l'ai mis dans ma poche. J'accepte l'argent, Jess, ai-je dit doucement, gardant mon ton uniforme. Et j'entends tes excuses. Je ne vais pas prétendre que cela répare complètement la dernière décennie, et nous ne serons probablement jamais meilleurs amis. Mais j'apprécie que tu aies pris tes responsabilités et fait ce qu'il fallait aujourd'hui. Tu es la seule personne dans toute cette famille qui a réellement assumé. Jess laissa échapper une longue inspiration tremblante, hochant lentement la tête. Il semblait incroyablement soulagé, comme si un poids physique énorme avait été soulevé de ses épaules. Merci, Barrett. Sérieusement, bonne chance pour tout. Il se retourna et sortit du hall de l'entreprise, se dirigeant vers l'arrêt de bus au coin de la rue. L'ironie ne m'a pas échappé, mais je n'ai pas souri. J'ai juste ressenti un profond sentiment de clôture à son égard. La bataille juridique officiellement gagnée et les fonds sécurisés sur mes comptes, j'avais enfin un contrôle complet et incontesté sur ma vie et l'héritage de ma mère. Je n'ai pas dépensé les 140 000 $ pour une voiture de sport fantaisiste ou des vacances folles. Cela aurait été une insulte au sacrifice qu'elle avait fait. Au lieu de cela, j'ai adopté une approche très calculée. J'ai investi 100 000 $ dans un fonds indiciel diversifié à haut rendement pour servir de pilier financier absolu à mon avenir. J'ai pris 20 000 $ et les ai directement donnés à l'hôpital local de recherche sur le cancer où ma mère avait reçu ses traitements, en faisant le don strictement sous son nom de jeune fille. Et puis j'ai fait un dernier voyage personnel. J'ai pris un vendredi après-midi de congé, suis monté dans mon camion, et j'ai conduit jusqu'à la ligne de Comté déserte. Je me suis arrêté devant la clôture en grillage rouillé de la casse de Grady. La casse était un désordre chaotique de métal écrasé, de pneus empilés et de chiens de garde agressifs aboyant à la clôture. Je suis entré dans le bureau-salle de devant. Grady était assis derrière un bureau couvert de graisse et de paperasse, ressemblant exactement au criminel louche qu'il était. Il leva les yeux, observant mon costume coûteux avec une profonde suspicion. « Je peux vous aider, mon pote ? On ne voit pas vraiment les gens d'entreprise ici. »« Je m'appelle Barrett, » dis-je, m'appuyant nonchalamment contre l'encadrement de la porte. Il y a 5 ans, un homme nommé Dalton a apporté une Lexus LC 500 bleu nuit personnalisée ici. Vous lui avez donné 45 000 $ en espèces pour elle, et vous l'avez démantelée. Les yeux de Grady se rétrécirent instantanément, sa main tombant sous le bureau, probablement planant près d'une arme. « Écoute, gamin, dit-il. Je dirige une entreprise de récupération légitime. J'achète des titres libres de toute charge. Quels que soient les drames familiaux que tu as, ce n'est pas mon problème. La prescription est. » Je levai la main, l'arrêtant en pleine phrase. « Détends-toi, Grady. Je ne porte pas de micro, et je ne suis pas ici pour te poursuivre en justice ou appeler les flics. Le gars qui te l'a vendu m'a déjà remboursé intégralement. Il est ruiné. Je suis juste ici pour une chose. Quand tu démantèles une voiture personnalisée comme celle-là, tu gardes généralement quelques-unes des pièces intérieures personnelles dans l'atelier, n'est-ce pas? » Grady étudia mon visage pendant un long moment tendu. Il détendit lentement sa posture, laissant échapper un rire rauque. « Oui, d'habitude je le fais. Qu'est-ce que tu cherches? »« Je veux le volant, lui dis-je. » Grady se leva, attrapa un énorme trousseau de clés, et me conduisit à un conteneur d'expédition poussiéreux et fermé à clé à l'arrière du terrain. Il fouilla dans des boîtes de carburateur et de sièges en cuir pendant environ 10 minutes avant d'en sortir un magnifique volant en cuir cousu main et en fibre de carbone.
Je le reconnus instantanément. C'était exactement le volant que ma mère avait passé des mois à trouver pour la construction. Combien, demandai-je, sortant mon portefeuille. Grady regarda le volant, puis me regarda. Il me le lança. Attrape. Prends-le, gamin. Considérez ça comme une courtoisie professionnelle pour ne pas avoir apporté la police à ma porte. Je suis sorti de cette décharge, serrant le volant contre ma poitrine. Il sentait légèrement le vieux cuir et la poussière, mais pour moi, il sentait la victoire. C'était la dernière pièce manquante du puzzle. Cela fait environ 6 mois que le procès est officiellement réglé et que Dalton a versé l'argent. Beaucoup de choses ont changé en très peu de temps. Le mois dernier, en utilisant les fonds restants du chèque de Jess et mes propres primes de salaire d'entreprise, j'ai officiellement acquis ma première maison. C'est une belle propriété moderne de 3 chambres avec un immense garage climatisé pour 2 voitures. C'est exactement le genre de garage où ma mère aurait aimé travailler. J'ai passé mon premier week-end dans la maison à aménager mon bureau à domicile. C'est un espace calme et minimaliste avec un grand bureau en chêne et une chaise en cuir. Mais la partie la plus importante de la pièce est le mur directement derrière mes écrans d'ordinateur. J'ai engagé une entreprise d'encadrement professionnel pour créer une boîte d'ombre profonde sur mesure. À l'intérieur de cette vitrine en verre, parfaitement centrée et illuminée par une petite lumière LED, se trouve le volant personnalisé abîmé que j'ai récupéré de l'atelier de Grady. Et épinglé soigneusement juste à côté, complètement immaculé, se trouve l'horaire de bus laminé de l'autorité de transport pour la ligne 42. Certaines personnes qui visitent ma maison pensent que c'est une œuvre d'art étrange, presque obsessionnelle, à accrocher au mur, mais elles ne comprennent pas le contexte. Ce n'est pas un monument à l'amertume ou à la colère. C'est un rappel physique quotidien du moment exact où j'ai choisi de ne pas être une victime. C'est un rappel de ce qui m'a été impitoyablement pris, de ce qui m'a été donné comme une insulte, et de ce que j'ai indépendamment construit à partir des cendres de cette trahison. Chaque matin, avant de me connecter à mon ordinateur pour gérer des millions de dollars en logistique de flotte, je regarde cet horaire de bus et je souris. Merci pour la route, papa. Elle m'a emmené exactement là où je devais aller. Quant à Dalton, sa vie est devenue une tragédie silencieuse et désespérée. Tante Marin l'a complètement coupé après l'incident de la fête d'anniversaire. Sans son argent pour financer son style de vie, elle n'avait soudainement plus d'utilité pour lui. Il vit actuellement seul dans ce petit appartement déprimant de l'autre côté de la ville, travaillant un misérable emploi de détaillant juste pour payer ses factures de services de base. La rumeur familiale est restée entièrement silencieuse. Personne ne mentionne plus son nom. Il est passé du patriarche bruyant et fier de la famille à un fantôme complet. Mais hier, quand je suis allé vérifier ma boîte aux lettres, j'ai trouvé une lettre manuscrite à l'intérieur. L'adresse de l'expéditeur était le nouvel appartement de Dalton. Je l'ai ouverte avec précaution. L'écriture était tremblante, semblant beaucoup plus vieille que dans mes souvenirs. C'était une courte note. Il a écrit qu'il avait tout perdu, qu'il était complètement seul, et que le silence le rendait fou. Il a affirmé qu'il avait entièrement payé sa dette légale envers moi, et il a demandé si je serais prêt à le rencontrer dans un restaurant bon marché près de son appartement pour une tasse de café. Il a dit qu'il voulait juste regarder son fils dans les yeux une dernière fois avant de devenir trop vieux. Je me suis tenu dans mon allée, tenant la lettre, sentant la brise fraîche du soir sur mon visage. J'ai regardé ma belle maison, j'ai pensé à mes comptes bancaires, à ma carrière, et à la paix que je ressens enfin quand je m'endors la nuit. Une partie de moi, une très petite partie sombre, veut se présenter à ce restaurant, s'asseoir en face de lui dans mon costume coûteux, commander un café noir, puis me lever et lui laisser l'addition entièrement de son côté de la table, juste pour remuer le couteau dans la plaie une dernière fois. Mais l'autre partie de moi sait que la forme de vengeance la plus puissante est l'indifférence absolue et totale. Passer à autre chose et oublier qu'il existe est la punition ultime pour un narcissique qui désire désespérément de l'attention. Alors, je vous laisse décider, car je veux vraiment savoir ce que vous feriez dans cette situation exacte. J'ai la lettre posée ici sur mon bureau. Devrais-je le rencontrer pour un café et le laisser s'humilier, ou devrais-je jeter la lettre au broyeur et le laisser vivre le reste de sa misérable vie dans un silence total? Ai-je tort de ne jamais vouloir lui pardonner, même s'il m'a remboursé? Merci à tous d'avoir écouté tout ce voyage. Partager cette histoire a été difficile, mais lire vos commentaires en vaut la peine. Si cette histoire a résonné en vous, ou si vous avez déjà dû couper un membre toxique de votre famille de votre vie pour protéger votre propre paix, veuillez appuyer sur le bouton « J'aime »
vous abonner à la chaîne, et partager vos propres expériences dans les commentaires ci-dessous. Nous construisons une communauté de survivants ici. Restez forts, protégez votre paix, et je vous verrai dans la prochaine histoire.